Surprise, c'est Binge Audio. Où que vous viviez, vous avez sans doute dans l'agenda culturel de votre ville, de votre village natal ou de votre région, un festival. Et pour cause. La France, c'est le pays des festivals, avec plus de 7000 événements chaque année. Tous n'ont ni la même ampleur, ni la même visée. Et entre le gigantisme des vieilles charrues en Bretagne et la modestie d'une petite fête de quartier dans le sud-est de la France, il y a des dizaines et des dizaines de nuances. Au-delà de l'aspect festif de ce maillage festivalier, il y a, figurez-vous, une dimension politique à tout ça. Car pour les municipalités, soutenir un festival, c'est un choix mûrement pesé, financièrement, idéologiquement, mais aussi territorialement. Car lorsqu'un événement s'installe dans la durée, il peut devenir un atout, un marqueur, un symbole qui dépasse largement les frontières locales. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode, qui fait partie de notre série de reportages dans les petites villes de demain, en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoire. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et en ce matin de mai 2025, je suis en Normandie, à Coutances précisément dans la Manche, 8000 habitants qui vivent une semaine particulière, puisque nous sommes, lorsque j'enregistre, à la veille du week-end de l'Ascension, et à Coutances, depuis plus de 40 ans, ça signifie que le festival Jazz sous les pommiers bat son plein. D'ailleurs, partout dans la ville, on voit des petites touches, des petites notes qui rappellent que la 44e édition est en cours. Là, j'arrive à l'hôtel de ville, où m'attend notamment le maire de Coutances, Jean-Dominique Bourdin. C'est pas du direct, comme vous vous en doutez. Oui, donc on peut... Et donc on peut se reprendre. C'est quoi Jazz sous les pommiers ? Alors Jazz sous les pommiers, c'est le 3e festival de jazz en France, après Marsac et Vienne. Et donc c'est un événement qui attire, dans les meilleures années, autour de 80 000 festivaliers. Un événement extrêmement important pour la ville de Coutances, puisque grâce à cet événement, nous avons une notoriété nationale, voire internationale. C'est un festival de jazz qui est né en 1982. Denis Lebas, directeur du festival Jazz sous les pommiers. Et qui est un festival dans la ville de Coutances. On utilise le théâtre, le cinéma, la cathédrale, un Magic Mirror qui a un chapiteau placé au pied de la cathédrale. Et une grande salle qui s'appelle la salle Marcellelli. Donc c'est un festival de jazz. Moi j'aime dire qu'on programme des jazz, parce qu'on programme des choses assez différentes. Et puis quelques musiques cousines. Alors ce que j'entends par les musiques cousines, ça peut être le blues, le gospel, la musique africaine, les musiques caribéennes, etc. Donc, et puis il y a des spectacles de rue. Donc c'est vraiment toute une ville qui se met à la page aux couleurs du festival. C'est un festival qui a vraiment poussé ici. Christian Savary, adjoint au maire de Coutances, chargé de la culture. En fait, j'ai le sentiment, c'est vrai qu'il s'appelle Jazz sous les pommiers, mais tel qu'il est, il aurait probablement pas vraiment pu être inventé ailleurs. Donc c'est pas un festival de plus, c'est un festival à part, et c'est plus qu'un festival en fait. Dans cet épisode, on va se poser une question qui, désolé je spoil, n'a pas vraiment de réponse. Ou plutôt, pas de réponse précise, ferme, définitive. Ça sert à quoi une politique culturelle ? Ça sert à quoi pour une ville, pour un territoire, de porter un événement d'ampleur comme Jazz sous les pommiers ? Vous savez, moi j'ai coutume de dire qu'à Coutances, on a trois éléments constitutifs de notre identité, de notre image, de notre attractivité. C'est la cathédrale d'abord. Le jardin public après, et puis le festival de jazz. Et c'est pas forcément dans cet ordre-là, bien évidemment, que je le pense. Mais oui, bien sûr, pour l'image de Coutances, le fait qu'on ait ce festival qui, d'année en année, ait une notoriété grandissante, est fondamental pour l'image de Coutances. Gare de Belfort. Je me rappelle d'un étudiant qui donnait son avis sur les Eurocaines de Belfort. En gros, ce qu'il disait, ici, il y a 2 fiertés territoriales, Peugeot et les Eurocaines. Emmanuel Négrier dirige le CEPEL, le Centre d'études politiques et sociales, à l'Université de Montpellier. Il s'intéresse aux politiques culturelles et notamment au festival auquel il a consacré son dernier ouvrage, Création et devenir des festivals en France, qui vient de paraître aux presses de Sciences Po. Avec lui, on s'est posé la question de la portée symbolique de ces grands rassemblements culturels. C'est une sorte d'emblème territorial
de fierté d'appartenance qui concerne non seulement les festivaliers belfortins, mais aussi tous les belfortins qui ne sont pas festivaliers. Et c'est ça aussi le rayonnement territorial d'un festival, c'est que même ceux qui ne le pratiquent pas en éprouvent une forme de fierté. Les différents maires qui se sont succédés ont toujours bien compris l'importance que ça avait, mais voilà, c'est en travaillant ensemble et en s'entraidant qu'on arrive à monter cette manifestation-là. Nous, on ne pourrait pas le faire sans que la ville soit à nos côtés et réciproquement. On collabore avec beaucoup de services de la ville, les services techniques évidemment, mais aussi les espaces verts, les ordures, l'administration, la direction générale des services, la voirie. Enfin voilà, toute la ville, quasiment tous les services de la ville se mettent au diapason et collaborent avec l'association. C'est vrai que ce soutien de la ville est important pour le festival. L'investissement, il est financier d'une part, puisqu'on a une délégation de services publics qui tourne autour d'1 million d'euros en gros par an sur 5 ans et qu'on renouvelle régulièrement. Et puis il y a toute la partie qui n'est pas financière mais qu'on pourrait chiffrer, qui est le soutien logistique apporté par la ville à travers ses services techniques, ses services espaces verts, son service communication, qui permettent à ce festival aussi d'exister. La culture a ceci de particulier dans les politiques culturelles qu'elle ne vise pas un intérêt ou une fonction très déterminée. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi rajouter immédiatement que, en gros, les politiques culturelles sont fondées sur 3 grandes valeurs que les villes incarnent à leur manière avec leur propre hiérarchie. Ces 3 grandes valeurs que nous avons étudiées en Europe, dans différents pays, sont à peu près constantes et tournent autour de 3 grands objectifs. Le premier objectif est de défendre une vie artistique libre. Le deuxième objectif est d'offrir au public et au public le plus large, qu'il soit à la fois d'un point de vue spatial, territorial et d'un point de vue social, la culture d'aujourd'hui. C'est le grand vœu d'André Malraux qui a fondé les politiques culturelles dans la période, je dirais, moderne en France. Et puis le troisième objectif, c'est de faire société par la culture. C'est-à-dire de faire en sorte qu'au-delà de la fréquentation d'une œuvre, au-delà du soutien qu'on peut estimer nécessaire aux artistes, il y a l'idée qu'autour de cela se crée une société, se construit le lien social d'une certaine manière. Cette construction du lien via la politique culturelle, elle peut prendre tout un tas de visages. Elle s'inscrit en profondeur dans un projet de territoire. Et c'est un des axes qui a fait que Coutances a rejoint le programme Petites Villes de demain, qui est porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et qui accompagne les communes de moins de 20 000 habitants dans la réalisation, justement, de leur projet de territoire. C'est Victor Lenné qui en est chargé ici depuis 3 ans et il a eu le temps de voir les sentiers par lesquels ces projets pouvaient passer. On s'est interrogé sur des sujets comme l'espace public ou les équipements qui, au final, servent cette politique culturelle en permettant des événements d'avoir lieu, en permettant à des gens de se rassembler, en permettant à des associations de créer, de proposer du spectacle, de proposer de l'animation. Dans le cadre de la ville de Coutances, par exemple, on a commencé à baliser certains espaces de la commune dans lesquels on pourrait envisager dans les années à venir des projets de réaménagement. Alors, des fois un peu superficiels, juste avec du travail sur du mobilier ou de l'aménagement de surface, mais aussi d'autres... Ça peut aussi être dans une autre dimension un peu plus structurante, un peu plus fort, ou vraiment des recompositions d'espaces publics. Et donc, parmi ces lieux, je pense aux Jardins de l'Évêché, qui sont le lieu central de Jazz sous les pommiers, en l'occurrence,
C'est de là que part une partie du festival dans sa version la plus historique. Donc voilà, c'est sur cette question de l'espace public, on a eu un certain nombre d'interrogations. Toute cette réflexion, cette projection pourra servir les prochaines équipes municipales qui auront le souhait de s'engager sur cette thématique. En fait, un festival, qu'il soit ici ou ailleurs, en France ou partout dans le monde d'ailleurs, c'est avant toute chose un outil de développement local. Donc, quand on dit développement local, ça veut dire que on parle de lien social, de cohésion sociale, on parle de soutien à l'activité économique, on parle d'attractivité, de notoriété. Donc, un festival, ça participe de tous ces éléments qui sont extrêmement importants pour un territoire, pour la vie d'un territoire, pour son image. Ce festival, je dirais, j'ai coutume de dire que c'est la locomotive culturelle de la ville. En fait, c'est le premier événement culturel, même si on a une très belle saison théâtrale, qui est d'ailleurs portée par la même équipe, même si on a des événements culturels de qualité tout au long de l'année, un peu partout, au centre d'animation, au musée, au cinéma, mais ça reste quand même la locomotive. C'est la même équipe qui fabrique la saison culturelle que celle qui fabrique le festival. Donc nous, on est sur le pont toute l'année, on entretient la flamme, et effectivement, on a un public éduqué, je ne sais pas si c'est le mot tout à fait exact, mais voilà, qui a l'habitude de venir au spectacle, qui n'est pas forcément un grand spécialiste de jazz, mais qui aime bien aller au spectacle. Et donc, effectivement, le fait d'être là toute l'année, de faire des propositions toute l'année, ça anime et ça, entre guillemets, entretient un public qui répond présent encore plus au moment du festival. Les différents acteurs culturels de la ville, quel que soit leur secteur, qu'il s'agisse de l'école de musique, qu'il s'agisse de la médiathèque, qu'il s'agisse du musée, qu'il s'agisse d'autres acteurs encore, créent des ponts et des liens avec le festival, non pas pour s'y imposer, mais pour bâtir ensemble. En fait, ici, on passe son temps à bâtir. De toute façon, quand on n'a pas beaucoup d'argent, puisque c'est une petite ville avec des moyens quand même assez limités, et puis peut-être une surdimension culturelle par rapport à sa taille, il faut toujours inventer, et on a la chance, je crois, d'avoir des acteurs culturels qui manquent pas d'idées et qui sont toujours prêts à bricoler aussi des choses qui en sont finalement encore plus humaines, quoi, dans la façon dont elles sont faites. Et elles se font aussi, certes avec ces acteurs, mais aussi avec les différents publics. On a une programmation en direction des jeunes, du public scolaire, collège, lycée, extrêmement importante pour construire les spectateurs de demain, pour les initier au spectacle vivant. Et ça ne peut que sur le long terme. Et là, moi, j'en mesure les effets. Des enfants qui sont venus voir des spectacles quand ils étaient en grande classe de maternelle. Aujourd'hui, ils sont à la fac. Et ils font partie des spectateurs de Jazz sous les pommiers. Alors évidemment, j'ai pas la prétention d'avoir initié ni intéressé tout le monde par ce biais-là, mais en tous les cas, c'est un travail de fond. Et ça, j'y crois beaucoup. Tout Coutançais de 60 ans aujourd'hui est quelqu'un qui a finalement grandi avec le festival, puisqu'il avait 15 ans au moment du premier. Donc ça veut dire et donc c'est 3 générations qui se succèdent, et on a beaucoup d'enfants et de petits-enfants qui reviennent. Enfin, c'est un vrai rendez-vous. Un rendez-vous qui évolue évidemment, notamment via de nouvelles idées comme par exemple Women in Jazz, un programme de mentorat à destination des jeunes femmes musiciennes de jazz entre 18 et 30 ans. Un programme porté à la fois par la scène nationale Les Gémeaux et par le festival Jazz sous les pommiers. C'est une idée qui vient de la batteuse Anne Passeo. Elle avait raconté à nos confrères de la RTS la genèse du projet lors de sa première édition en 2024. Il y a quelques années, j'ai eu un message sur un réseau social d'une jeune musicienne qui me disait que c'était pas évident pour elle d'évoluer dans son milieu. Elle était dans une école de jazz en Europe
Et elle m'a demandé si on pouvait se téléphoner. Je lui ai dit bien sûr. Puis on est resté 1h30 au téléphone et je me suis rendu compte que les problèmes auxquels moi j'ai été confrontée plus jeune, en fait, ils étaient toujours d'actualité. Et puis après, j'ai un peu mûri le truc et je me suis demandé de quoi moi j'aurais eu besoin quand j'avais entre 20 et 30 ans pour évoluer plus facilement. Et je me suis dit, voilà, il faut monter un programme à destination des femmes musiciennes afin de leur donner toutes ces clés, quoi. Donc il y a plusieurs volets. Il y a un volet pratique musicale le matin où on travaille leurs morceaux. Et ensuite, il y a des rencontres avec des professionnels du métier, attachés de presse, programmatrices, journalistes, etc. Et puis un troisième volet, rencontre avec des musiciennes qui ont plus d'expérience. Donc c'est plus comme des genres de masterclass avec ces musiciennes qui viennent parler de leur parcours et nous livrer leurs témoignages. L'objectif, c'est de donner des clés à des jeunes musiciennes pour évoluer dans ce milieu musical. Donc leur donner des clés tout simplement humaines, comment gérer certaines situations via des retours d'expérience, mais aussi comment présenter leur travail, comment parler de leur musique, etc., etc. Ce qui est rigolo, c'est que les stagiaires parfois disent « Ah bon, mais vous, à l'endroit où vous en êtes, vous avez été confronté à ça, ou vous êtes encore confronté à ça ?» Oui, en fait, il y a un problème généralisé. Et donc l'idée, c'est d'être ensemble, en fait, et de faire groupe et de s'entraider. L'entraide, c'est plus que jamais un enjeu, alors que les projets culturels se voient parfois menacés par des volontés politiques pas toujours très tendres avec les acteurs du monde de la culture. On l'a vu notamment dans les Pays de Loire, ça avait fait grand bruit. J'ai donc profité d'avoir Emmanuel Négrier sous la main pour lui demander pourquoi, selon lui, on assistait à ce type de changement de discours qui peut paraître aller à l'encontre de l'intérêt du public pour ces grands événements. Dans une période de tension budgétaire, il est assez logique que les collectivités se sentent d'une part contraintes d'assumer leurs dépenses obligatoires, pour les départements les dépenses sociales par exemple, et sacrifier ou en partie mettre moins l'accent sur les dépenses dites non obligatoires, dont la culture fait partie. Mais si c'était si vrai, alors tous les départements sacrifieraient la culture. Toutes les régions sacrifieraient la culture. Or, et même au sein d'un même parti politique ou d'un même courant politique, vous avez des régions qui, aujourd'hui, non seulement ne renoncent pas, mais accentuent leur effort culturel. On ne peut pas donc se satisfaire de cet argument apparemment imparable de cette contrainte budgétaire qui s'abat sur les collectivités. Il faut aussi faire appel à une lunette politique qui consiste à constater que, de manière encore très minoritaire, un certain nombre d'exécutifs, de collectivités territoriales ont cessé d'avoir une approche, disons, qui était jusque-là assez consensuelle. Ce qu'on donne au festival, le festival nous le rend largement. Après, moi, j'ai pour habitude et pour doctrine de ne pas m'immiscer dans la programmation. Je vois que ici ou là, des municipalités, des villes s'interrogent sur les contenus culturels, quelquefois de manière un peu intrusive. Ici, c'est absolument pas le cas. Il n'y a aucune raison que ça soit le cas sur les programmes qui sont diffusés. L'une des particularités de Jazz sous les pommiers, si on revient à Coutances, c'est qu'il s'agit d'un festival de ville. J'entends par là que tout se passe dans le centre et pas dans une grande salle ou un grand espace en plein air à l'extérieur de la commune. Ça change pas mal la donne niveau ambiance. C'est un festival urbain, avec des petits guillemets urbain, parce qu'on n'est pas dans une mégapole. Mais justement, c'est ça que les spectateurs nous renvoient comme point extrêmement positif. C'est-à-dire, ils posent leur voiture et puis après, tout est à 200 mètres, toutes les salles, les restaurations. Et donc, et ça donne effectivement, au-delà du fait que ce soit simple et concentré, ça donne une atmosphère réellement de ville en fête, parce que les commerçants, la plupart déguisent habillent leur vitrine, les gens accueillent à travers un système avec l'office de tourisme qui s'appelle Jazz in Couette. Vous accueillez des festivaliers chez vous, à loger chez vous. Enfin, les gens sont évidemment, ça fait tourner tous les bars, etc. On fait avec la ville et avec l'espace urbain.
dans une ville qui est pas facile, parce que c'est une ville où ça monte beaucoup pour y arriver d'un peu partout. C'est pas une ville facile à circuler, et malgré tout, on arrive à faire cohabiter. Alors parfois avec 2-3 petites difficultés évidemment, mais tout ça, ça fait partie de la vie. Et c'est, à mon sens, essentiel, quoi. Si le festival était délocalisé dans un espace qui n'a pas de vie particulière, qu'il s'agisse des habitants ou de vie commerciale ou de vie patrimoniale, architecturale, c'est plus du tout le même. Donc on amène le festival dans des endroits assez improbables parfois, avec des formes aussi de concerts tout à fait adaptées. Donc là aussi, on n'est pas sur des grandes jauges, mais on est sur des propositions en fait différentes qui aussi séduisent les habitants bien sûr, mais aussi le public au sens large. Donc là, on est des concerts à la cathédrale, au théâtre, et en plein air, dans les moindres cours ou cloîtres qu'on peut trouver ici ou là. Tout ça me paraît tout à fait positif, souhaitable, et puis c'est vraiment une belle image de la ville. Oui. La ville se métamorphose une semaine par an, et dans ce que j'appelle la parenthèse enchantée, c'est-à-dire que la ville change de visage, elle revêt ses habits de fête, ses habits de lumière, et c'est une transfiguration totale. On peut déambuler, on peut marcher dans les rues qui habituellement sont dédiées à la circulation, partiellement. Mais bien évidemment, ça a un côté sympathique. Alors, quelques petites nuisances, des fois, pour ceux qui habitent en centre-ville. Pour la petite histoire, j'en connais même qui, dès qu'ils ont les dates du festival, s'empressent de partir pour aller ailleurs. Mais ce sont des cas particuliers, mais je peux comprendre. Hein. Mais en tout cas, pour le reste, les gens sont contents. Alors, ça crée aussi des contraintes. Ça crée aussi des contraintes d'organiser une ville, de changer sa circulation, surtout pour des raisons de sécurité, puisqu'on est au niveau Vigipirate le plus élevé. Tous les barrages, les anti-voitures béliers, etc. Enfin, tout ce qu'il faut faire pour que cette fête puisse avoir lieu dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Vous voyez, il y a ces deux côtés, en fait. Ce côté festif de toute une ville qui change de visage et que les gens apprécient énormément. Et puis, il y a la sécurité qui crée des contraintes. Qui crée des contraintes pour les gens qui travaillent, bien évidemment, pour les restaurants, les bars qui doivent s'approvisionner. Il faut gérer tout ça. Donc, c'est toute une logistique qu'on doit modifier pendant une semaine. Alors vous allez vous dire que décidément je ne suis pas d'humeur festive, mais j'ai un dernier point à soulever. Attention à ne pas prêter au festival et aux grands événements culturels des pouvoirs magiques. Certes, ils sont des atouts, des forces, mais ils ne règlent pas pour autant l'ensemble des problématiques auxquelles sont confrontées les petites villes d'aujourd'hui et de demain. La commune est quand même ancrée dans son territoire et Jazz sous les pommiers ne peut pas l'en enlever totalement. C'est évidemment une plus-value, ça a évidemment un intérêt en termes d'identification et de rayonnement. Néanmoins, ça ne sort pas Coutances de certaines problématiques telles que des sujets de l'habitat et du logement, de l'économie, de la ruralité, de ces problématiques de mobilité par exemple, de la situation sociale qu'on peut retrouver localement, mais aussi à plus grande échelle sur le département ou même nationalement. Voilà, ça fait prendre conscience aux élus que la culture, ça a une place dans la dynamique de la ville. On aura beau faire tout ce qu'on veut pour le stationnement, pour accueillir de nouveaux commerçants, pour mettre en valeur telle ou telle entreprise qui se développe, etc. La politique culturelle peut être aussi un vecteur de revitalisation. Ça me paraît crédible comme argument que de dire que quand à Coutances, plusieurs milliers de personnes se rassemblent, se rejoignent pendant quelques jours pour un festival de jazz, qui plus est dans un territoire rural qui pourrait paraître déconnecté un peu de ce monde musical qu'on pourrait attribuer à des grandes métropoles ou des grands endroits de modernité, etc. Évidemment, ça crée du lien, ça rassemble les gens, ça fait même venir des gens d'ailleurs qui viennent créer cet événement. Au final, la culture est un vecteur de vivre ensemble. Merci à Jean-Dominique Bourdin, Denis Lebas, Christian Savary, Victor Lenné et Emmanuel Négrier pour leur temps, leur accueil et leurs réponses. Un immense merci à Emmanuel Le Provost pour son aide. Cet épisode de Programme B a été fabriqué en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoire avec l'aide d'Hélène Millet et Pacôme Bertrand. Il a été réalisé par Thomas Plé, préparé par Camille Codor et Charlotte Bex. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.